Bonjour à tous. Pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, mais j'ai quand même un lien d'intérêt important qui n'est pas mentionné sur la diapo, c'est que en deuxième partie, je vous présenterai une expérimentation, en deuxième partie, très rapidement, mais en deuxième partie, une expérimentation que j'ai construite et qu'on a évaluée, avec d'ailleurs une personne qui est dans la salle qui a participé. En fait, la question qu'on peut se poser après tout ça, c'était quand même assez théorique, c'était le but, assez conceptuel, mais c'est de se dire maintenant, finalement, en soins premiers, qu'est-ce qui pourrait nous concerner et qu'est-ce qui pourrait être transposable et transposé. Donc, je vais revenir sur le pourquoi ça nous concernerait en tant que médecin généraliste ou en tout cas en tant que professionnel des soins premiers. La première chose qui m'apparaît, c'est que déjà on a une compétence phare qui est éducation, santé, dépistage, prévention individuelle et communautaire, et qu'on a bien entendu que finalement ça participe à réduire des facteurs de risque et à améliorer la santé, donc ça rentre dans le champ de la prévention. Je ne vous relis pas la définition de la compétence pour ceux qui ne la connaissent pas par cœur, vous pourrez y retourner. J'ai remis aussi en bas à droite le visuel qui fait référence au référentiel de compétences qui a été présenté par Racha Onesi, qui reparle aussi de la prévention, de la promotion de la santé et de l'importance du coup d'amener les patients à être plus autonomes dans leur suivi et dans leur prise en compte, entre guillemets, de leur santé. Le deuxième élément, très rapidement, c'est finalement dès 1986, des éléments qui ressemblaient déjà à ce qu'on a appelé plus tard les compétences psychosociales étaient nommés et a apparu le concept de promotion de la santé dans la foulée de ce qu'on connaît très rapidement, prévention primaire, secondaire, tertiaire, et en fait de manière plus large, comment on peut promouvoir la santé, donc c'est-à-dire pas uniquement prévenir les risques, mais aussi promouvoir une santé, parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus positif que négatif de promouvoir la santé. Et donc ça parlait du fait de permettre aux individus d'acquérir des aptitudes individuelles qui leur permettaient d'avoir un plus grand contrôle sur leur santé. Donc finalement on est tout à fait dans les compétences psychosociales, et c'est ce qu'on fait probablement tous les jours. Quelque chose qui nous parle aussi beaucoup et qui est de plus en plus émergent en médecine générale et en soins premiers, c'est les compétences patients. C'est le fait de reconnaître que les patients, ils ont des compétences propres et qu'en fait, ils acquièrent des connaissances de par leur statut de malade et de par leur statut de patient, qu'on promeut de plus en plus aussi, et surtout en médecine générale, ce qu'on appelle la décision partagée, c'est-à-dire la décision qui est prise avec le patient, parce qu'on fait le constat qu'on a des compétences qui sont différentes et que du coup le patient, on a besoin de lui pour lui permettre de prendre en charge sa santé et pour nous aider à proposer une prise en soin qui soit la plus adaptée possible. Et je tenais à le redire, mais on est habitué, surtout pour ceux qui sont enseignants, maîtres de stage, à avoir une approche par compétence, c'est-à-dire à ne pas être dans l'acquisition de connaissances, mais dans le fait de permettre à l'individu de construire des savoirs complexes, donc d'être en capacité d'agir en situation en mobilisant des ressources internes et externes. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà beaucoup. Donc finalement, si on revient sur les compétences psychosociales, on pourrait ensuite se demander, mais est-ce que ça fonctionne, c'est-à-dire indépendamment de l'efficacité qui a été prouvée dans les programmes probants? L'idée c'est, mais si on mettait en place des choses en soins premiers, dans les cabinets de groupe, dans les centres de santé, dans les maisons de santé, est-ce que les jeunes participeraient? Est-ce que les adultes participeraient? Et c'est là que je vais vous parler d'une expérimentation qui a été évaluée en 2022. Donc je vais vous demander un petit peu d'imagination. J'ai j'ai quelques photos après, mais pas beaucoup. En fait, durant les étés de 2021 et 2022, il y a des ateliers d'éducation pour la santé qui ont été mis en place auprès d'enfants qui participaient à des camps d'été dans une asso d'éducation populaire. Ces enfants, ils avaient entre 8 et 21 ans, donc il y avait aussi des jeunes adultes. Tous les ateliers étaient co-animés avec un binôme d'adultes qui était garant du cadre. Et il faut imaginer que tous les ateliers se passaient en petits groupes, donc on avait maximum une dizaine de participants, qui étaient répartis par tranche d'âge, parce que bien sûr on ne faisait pas la même chose avec des 8-11 ans qu'avec des 14-17. On avait fait le choix d'identifier des thèmes à ces ateliers, donc vie affective et sexuelle, conso et comportement, bien-être, estime de soi, numérique, surtout pour les rendre plus identifiables par les jeunes et leur donner envie de participer, mais finalement le but c'était pas du tout de l'acquisition de connaissances, mais c'était uniquement de leur permettre de construire leurs compétences psychosociales et de les sensibiliser au sujet. Je reviendrai après sur le comment. Et on a utilisé des outils d'élaboration, donc on les retrouve ici.
Donc finalement, tous les ateliers se passaient de la même manière, ils duraient entre 45 minutes et 1h30. La durée variait surtout en fonction de l'âge des enfants, parce que je vous mets au défi de passer plus de 45 minutes avec des 8-11 ans, c'est chaud, pour qu'ils restent concentrés pendant plus de 45 minutes. Donc finalement, on les accueillait, le cadre était posé, on leur explicitait ce qui allait se dérouler, on leur explicitait les règles de fonctionnement du groupe, que ça allait être confidentiel, enfin que ce qui se disait dans l'atelier restait dans l'atelier, que les adultes allaient être garants du cadre, qu'il allait avoir une répartition du temps de parole, et qu'il n'y aurait pas de bonnes ou de mauvaises choses à dire ou à faire. L'idée c'était qu'ils puissent échanger entre eux. Toujours un premier temps ensuite qui était, à partir d'un outil d'élaboration, on les faisait échanger sur la thématique à laquelle ils avaient choisi de participer. Donc, par exemple, là, c'est des cartes émotions qui sont sur la première image. Donc, ils pouvaient choisir l'émotion qu'ils étaient en train qu'ils considéraient comme étant celle qui répondait à la question qu'on leur avait posée. On échangeait dessus. Les adultes régulaient les temps de prise de parole, les éventuels désaccords, les éventuelles prises de parole inadaptées par la part des jeunes. Et dans un deuxième temps, il y avait toujours une ouverture sur une ressource, une force qu'ils pouvaient déployer et qui répondait à la thématique. Je vais prendre un exemple, mais si par exemple on avait discuté de consommation et d'addiction pendant 1h30, l'idée c'était qu'ils repartent avec une ressource qui les protégeait ou une ressource qui pourrait les aider à se protéger demain de ce risque-là. On a fait ce choix parce que si on ne le faisait pas, il y avait un petit côté un peu plombant et on avait des jeunes qui, paradoxalement, ça avait plutôt tendance à pouvoir déclencher des attitudes de mal-être chez certains, parce qu'on ne faisait qu'identifier que d'échanger sur des sujets qui pouvaient être difficiles pour eux, parce que des sujets qui les concernaient. Donc ce deuxième temps nous semblait important, et après il y avait un temps d'envoi. Bref, il y a eu 2 étés comme ça, plusieurs centaines de jeunes qui ont participé. La première fois, on a eu un taux de satisfaction élevé, mais la méthode d'évaluation, elle était bancale, on ne pouvait rien en faire. Donc on s'est dit, la deuxième année, on va le faire de manière un peu plus formalisée. Donc on a fait du quantitatif. Pour ceux qui connaissent le niveau 1 de Kirkpatrick, c'est surtout d'évaluer la satisfaction des participants uniquement. Donc si vous voyez les taux de satisfaction, on avait quand même 637 répondants entre 10 et 19 ans, 97 qui étaient contents d'avoir participé, 91 qui souhaitaient refaire un atelier, et 92 qui le recommandaient à leurs copains. Nous, notre constat, ça a été comment ça se fait qu'ils sont aussi contents de participer, alors qu'ils sont dans un cadre... ils sont en camp l'été, ils ont d'autres activités proposées, ils pourraient aller jouer au foot avec leurs copains, ils pourraient aller juste discuter avec leurs copains, copines, sans forcément venir discuter numérique, addiction, vie affective et autres. Donc il y a une thèse qualitative qui a été menée par 2 internes en médecine, une en pédiatrie, une en médecine générale, qui a visé à explorer le rôle de l'environnement de l'atelier, donc l'environnement pendant l'atelier, qui favorise la participation à des ateliers d'éducation pour la santé chez ces jeunes. Ces 2 thèses qui ont été soutenues en 2023 à Lyon. On a 19 jeunes qui ont été interrogés, donc de 10 à 19 ans, 9 filles et 9 garçons. Du coup, il y a un problème, ça fait 18. Je me suis trompée, je ne sais plus. Bref, il doit y avoir 10 filles et 9 garçons. Je ne vais pas tout vous présenter comme résultat parce qu'il y a des choses qui ne répondaient pas à ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais globalement, les jeunes nous racontaient, c'était que pour participer aux ateliers, ils avaient besoin de se sentir à l'aise, donc ils avaient surtout besoin que le cadre soit sécurisant. À quoi on va être exposé, est-ce qu'il y a un risque de moquerie, est-ce qu'il y a un risque de jugement, que pour se sentir à l'aise, ils avaient du coup besoin que les adultes animateurs jouent leur rôle d'être garants de la sécurité émotionnelle et physique de ces ateliers, que le cadre soit bienveillant, qu'il y ait une confidentialité qui soit annoncée et assurée. Il pouvait y avoir une crainte de jugement et une crainte de subir une forme de dynamique de groupe, mais qui était du coup réduite par l'animation faite par les adultes. Le deuxième point, c'était le fait de participer. Donc, c'est-à-dire que si les jeunes y voyaient un enjeu, ils venaient participer. S'ils avaient l'opportunité de participer activement, c'est-à-dire qu'on leur donnait la parole, ils pouvaient réellement prendre place dans ces ateliers, ça entraînait le fait qu'ils percevaient un intérêt à ces ateliers. Et puis vous voyez la flèche qui remonte, c'est dire que le fait de percevoir l'intérêt pendant l'atelier, ils avaient envie de reparticiper. Donc finalement ils en parlaient à leurs copains, du coup qui avaient envie de venir. C'était un cercle vertueux. Mais j'ai passé plus de temps sur cette diapo-là, sans relire tout non plus. C'est finalement, les jeunes, ils percevaient un intérêt durant ces ateliers d'éducation pour la santé, donc qui étaient très ludiques. Ils étaient assis par terre, à 10, avec des cartes émotions ou des photos langage, et puis on échangeait sur une thématique.
Ils repartaient, on rigolait beaucoup, on échangeait beaucoup, et ils repartaient avec une force, une ressource qu'ils pouvaient déployer. Et finalement, d'eux-mêmes, sans qu'il y ait une question dans le guide d'entretien qui amène à ça, ils ont verbalisé des choses qui finalement se rapportent à des compétences psychosociales. Celle que j'ai identifiée dans ce qui était dit dans les verbatims, c'était, il y avait le savoir penser de façon critique, le fait de s'auto-évaluer positivement, le fait d'identifier ses émotions, d'exprimer ses émotions de façon constructive, de communiquer de façon efficace et positive, de communiquer de façon empathique et de développer des liens et des comportements prosociaux. Si vous regardez les âges, parce que j'avais ajouté ça, à la fin, suite des verbatims, il y a les âges indiqués, c'est qu'il y a quand même j'ai choisi des verbatims entre 11 et 17 ans, ou 18 je crois. Je trouvais ça intéressant parce qu'on pourrait s'imaginer que des plus grands, c'est plus facile pour eux d'identifier ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont construit pendant un atelier d'1 heure et demie, mais en fait les plus petits le faisaient aussi. Voilà, il y aura peut-être des questions après. C'est un peu compliqué comme exercice parce que ça reste encore une fois déconnecté du système du milieu de soins dans lequel on évolue. On sait qu'il y a des expérimentations qui se font dans certaines maisons de santé. Elles ne sont pas publiées actuellement. Donc c'est pour ça que je vous présentais cette expérimentation-là. Et je vais vous demander d'être un petit peu concentré. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ça? Parce qu'en fait, on fait souvent le constat que la consultation, on est en situation duel avec le patient, elle est intéressante à plein d'égards, mais elle entraîne beaucoup de limites, notamment pour travailler les questions de prévention, et qu'on sait, il y a plein de données qui disent que les groupes de pairs, c'est hyper efficace pour travailler plein de sujets. Mais on ne peut pas forcément mettre en place des programmes probants validés qui n'ont pas été validés dans notre domaine, en milieu de soins, et qui en plus peuvent être assez contraignants parce que pour obtenir des financements, on n'a pas le droit de toucher un programme probant, il faut le développer tel qu'il a été conçu, ce qui peut entraîner des difficultés dans notre milieu. Mais finalement, on a un concept qu'on connaît bien, c'est le concept EBM, c'est-à-dire qu'on est déjà habitué à croiser les données scientifiques validées avec nos circonstances de soins et la préférence des patients. Et en fait, ce concept d'EBM, il a été adapté aux interventions de santé publique et on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les données scientifiques validées, les mélanger avec nos expériences professionnelles et ce qu'on peut imaginer attendre de la part du public bénéficiaire. Et pour ça, alors, faut nous faire confiance, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des référentiels de Santé publique France, mais ils sont extrêmement pragmatiques. La liste des critères qui permettent de se dire est-ce que l'activité que je propose, elle est bien construite ou pas, en fait, c'est très concret. Il y a, dans le référentiel 2025, il y a aussi des idées d'activités qui sont proposées. Moi, j'en ai plein parce qu'on les a construites. Mais en fait, il y a aussi des idées. Comment est-ce que je monte un temps où je veux parler émotion avec des petits? Comment est-ce que je construis un temps où je veux permettre à des plus grands de travailler leur esprit critique? Et donc après, l'idée, c'est de se dire, dans nos lieux de soins, avec les réalités qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut développer des programmes, ou en tout cas des ateliers qu'on proposerait à des jeunes ou à des adultes au regard des données qui existent et des expériences qui existent et de ce que nous, on souhaite en faire. Voilà, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué à la fois simple, mais c'est vrai que ça peut être un vrai changement de paradigme qui est de sortir de ce qu'on fait déjà. Pour ceux qui font de l'ETP, c'est pas très différent, sauf que l'ETP, ça s'imagine pour des patients qui ont déjà des problèmes de santé. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de l'imaginer en prévention primaire pour des jeunes ou des adultes qui n'ont pas encore de problèmes de santé et dont on sait que si on construit leurs compétences psychosociales, si on leur permet de leur développer, en fait, ils vont être en mesure par eux-mêmes de construire des compétences, de se protéger, de mettre en place des choses. Ils auront moins besoin de nous, ou en tout cas, ils auront besoin de nous pour faire des points réguliers, mais pas pour être forcément guidés dans tous leurs choix de santé. Voilà, je vous remercie.